lance tout de suite l'enregistrement pour être sûr de ne pas oublier, puis comme ça, j'ai juste à gérer. De toute façon, ce sera coupé. Hein, donc... Vous me direz quand commencer. Enfin, vous commencerez du coup. Donc... Oui. De toute façon, les gens vont arriver le temps que tout le monde soit... Je peux même pas désactiver la salle d'attente, ça m'étonne. Bonsoir. J'ai lancé, les gens commencent à arriver. Très bien. J'attends que tout le monde soit bien rentré avant de commencer. C'est un peu long. Donc du coup, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Andrea et je serai votre médiatrice pour cette conférence intitulée « Diversité et singularité des ruralités en France ». Focus léger sur le Brésil et sur les questions de jeunesse et culture en milieu rural. Merci de vous être rendu disponible pour cette conférence de l'automne de l'histoire-géographie. Pour le bien de la conférence, je vous demanderai d'éteindre vos caméras afin de conserver un débit satisfaisant. Pour présenter rapidement l'association, Histoire d'en parler a été créée en 2017 par 3 étudiants en histoire nancéens. Son but est de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre. Pour cela, l'association s'appuie sur 2 biais, les ateliers dans le milieu scolaire et les événements grand public auxquels participent des professeurs et des jeunes chercheurs. À l'heure actuelle, l'association compte une trentaine de bénévoles et reste ouverte à tous les passionnés d'histoire-géographie. Notre devise est Histoire-géographie par tous et pour tous, mais depuis le début du confinement, nous avons rajouté partout. En lui-même, l'automne se définit comme une série de conférences sur des thèmes d'histoire ou de géographie de différents sujets et de différentes périodes. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Hélène Chauveau, docteure en géographie rurale à l'Université Lumière Lyon 2 et de l'UFSC Brésil. Elle est également associée au laboratoire d'études rurales LAIR. Ses axes de recherche reposent principalement sur les pratiques culturelles des jeunes en milieu rural. Ces dernières publications s'intéressent également aux mouvements sociaux. Elle est elle-même militante au mouvement rural de jeunesse chrétienne et est chargée de projets de recherche participative à la boutique des sciences de l'Université de Lyon. Ce soir, Hélène va questionner les diversités des territoires ruraux en évoquant par la même occasion le cas du Brésil et les aspects socio-culturels des territoires ruraux d'aujourd'hui. À la fin de l'exposé, les spectateurs auront la possibilité de poser des questions à Madame Chauveau. Pour cela, vous aurez la possibilité soit de lever la main et je vous donnerai la parole à ce moment-là, soit de poser la question dans le chat et je la lirai à Madame Chauveau. En attendant, je vous demanderai de garder vos caméras éteintes et de n'utiliser le chat que pour d'éventuels problèmes techniques. Voilà, pour moi, c'est à vous, Madame. Eh ben merci, bonsoir à tous et à toutes. C'est un petit peu perturbant de ne pas vous voir, mais je suis quand même ravie de participer à cette webconférence ce soir de l'association Histoire d'en parler. Je suis moi-même aussi présidente de la Géothèque, qui est une association de promotion de la curiosité géographique sur Lyon. Et puis voilà, au niveau national, on a aussi un site avec des ressources et on propose aussi des événements un petit peu comme Histoire d'en parler, mais essentiellement géographiques. Ce soir, je ne suis pas là du tout au titre de la Géothèque, je suis là au titre de mes recherches du coup en géographie rurale. Je ne vais pas me représenter puisque ça a déjà été fait. Voilà, mais du coup, donc j'avais intitulé un peu cette conférence « Diversité et singularité des ruralités en France ». J'étais pas très inspirée. Focus léger sur le Brésil et sur les questions de jeunesse et de culture en milieu rural. Enfin, voilà. En gros, l'idée, c'était de faire un petit panorama qui puisse être utile pour les personnes qui passent le CAPES et puis pour les curieuses et curieux de la ruralité. Et puis en faisant un petit focus du coup, mais rapide parce qu'on n'a pas tellement de temps que ça, sur plus mes spécialités de recherche, on va dire. Donc, grosso modo, cette conférence, donc j'aborderai la diversité des territoires ruraux en France aujourd'hui. Je demanderai un petit peu, est-ce qu'on peut parler encore aujourd'hui de ruralité? Est-ce qu'il y a une spécificité des modes d'habiter en milieu rural? Quelles sont les typologies aussi établies par les géographes et par les sociologues de la ruralité? On évoquera également rapidement la ruralité au Brésil avec un prisme sur l'agriculture familiale et les mouvements paysans au sud du pays.
Et enfin, on fera un focus sur 2 thématiques, du coup, selon le temps, et puis votre intérêt aussi, voilà, si vous me relancez sur certaines thématiques, sur la place et la spécificité des pratiques culturelles en milieu rural aujourd'hui, et enfin sur le rôle aussi des jeunes adultes, voilà, quel rôle ils occupent dans ces territoires et quelles problématiques spécifiques ils affrontent. Je voulais vous dire 2 choses avant de débuter. C'est que je ne suis pas spécialiste absolue du rural, français en particulier, puisque j'ai fait ma thèse sur le Brésil. Et je n'ai pas forcément une approche très CAPES compatible, puisque je ne l'ai jamais préparé et je n'en connais pas particulièrement du tout les attentes. Donc voilà, je vous laisse saisir vous-même les éléments qui vous intéresseront. Et je vous mets en outre à la fin du coup de ce PowerPoint une large bibliothèque d'ouvrages et d'articles de référence qui pourront vous aider plus globalement sur ce thème. Je voulais aussi vous préciser comment mon champ de recherche, la géographie humaine et sociale, observe les choses. Selon moi, il n'y a pas de réalité objective de ces territoires, mais des représentations qui sont portées par les habitants et les sociétés qui impactent les pratiques sur les territoires et donc ces territoires. On ne dira donc pas ici que le rural est comme ci ou est comme ça, mais que plutôt que telle personne y projette telle chose et que telles choses peuvent donc s'y dérouler. Je pourrais revenir, si vous voulez, sur ces questions de posture au cours des questions. Voilà, donc je vais suivre un petit peu le déroulé ci-joint. Donc pour commencer sur un petit peu la définition et la typologie des territoires ruraux en France. Alors le terme ruralité, il est intéressant parce que, bon, d'abord, deux points importants, c'est qu'il y a une grande diversité du rural, il ne faut jamais l'oublier quand on en parle. On dit le rural, mais évidemment, c'est pour des ruralités, des territoires ruraux très différents. Donc il y a différentes typologies qui existent, je vais en présenter une ou deux. Qui sont axés en général d'abord sur la densité, mais pas seulement, aussi sur des caractéristiques voilà, historiques, géographiques, de population, sociale, de type de culture pratiquée, etc. Il y a aussi une grande impermanence, c'est-à-dire que évidemment un territoire rural ou une zone rurale qui peut paraître isolée à un certain moment de l'histoire peut renaître et inversement. Voilà, il n'y a pas de fatalité bien sûr en géographie. Il y a bien sûr une grande multifonctionnalité, bon, mais ça je ne vais pas trop m'y attarder parce que c'est quelque chose qui est voilà, largement dans les programmes, il me semble, du secondaire et puis dans les ouvrages que peut-être vous parcourez pour préparer ce CAPES ou voilà, que vous connaissez peut-être par ailleurs. Voilà, je ne m'attarderai pas trop sur la multifonctionnalité, mais c'est bien sûr une grande caractéristique et un élément important quand on parle du rural. Et puis, il y a une grande diversité des définitions. Par exemple, pour l'INSEE, voilà, à partir de 2000 habitants, une agglomération est urbaine. Donc, voilà, c'est une définition de l'INSEE, mais voilà, il faut toujours garder en tête aussi qu'il y a un débat sur ces définitions, notamment à l'international. C'est pour ça que c'est très difficile d'opérer des comparaisons. Je parlerai du Brésil tout à l'heure, mais les définitions sont très variables selon les pays, selon les époques, selon les régimes politiques, etc. Donc, du coup, c'est compliqué de comparer et de dire aujourd'hui à un temps T. C'est pour ça que je donnerai assez peu de chiffres aussi. C'est parce que voilà, ça peut paraître un petit peu un choix curieux, mais c'est parce que vraiment les chiffres, ils sont basés sur des définitions à chaque fois qui sont potentiellement contestables et voilà, sur lesquelles, selon moi, il ne faut pas forcément s'arrêter. Autre élément sur le terme même de ruralité, qui est un petit peu en résonance avec le terme urbanité, c'est que la ruralité, ça se définit par le caractère de ce qui est rural et qui se vit comme tel. C'est un mode d'être au monde, un mode de vie. C'est un mot qu'entre Larousse en 90. C'est vraiment, ça reflète le fait qu'il y ait des caractéristiques et des valeurs propres au rural, des valeurs environnementales, patrimoniales, culturelles, paysagères. Et on peut s'interroger aujourd'hui sur le fait que les ruraux soient plutôt de culture urbaine ou pas. On y reviendra puisque c'est un débat assez important parmi les géographes. Alors, pour cette typologie, je vais commencer par vous montrer une carte qui est toute récente. C'est la carte du zonage rural qui a été validée en comité interministériel aux ruralités ce 14 novembre, qui est donc la dernière carte un petit peu du zonage rural
par densité. Alors voilà, vous avez sûrement entendu déjà parler du terme diagonale du vide. On n'emploie plus trop ce terme-là, parce que le terme vide suggérait qu'il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'un territoire est peu dense qu'il n'y a rien dans ce territoire. Donc voilà, on ne parle plus de diagonale du vide, mais c'est sûr que voilà, sur cette carte très actualisée des densités, on voit bien qu'il y a des différences de densité et on constate que malgré une forme d'invisibilisation, voire de négation de la réalité du monde rural dans certains discours aujourd'hui, il représente aujourd'hui en France tout de même une majorité du territoire, en tout cas en termes de superficie. Ensuite, je voulais vous présenter cette typologie, qui est la typologie de Pierre Pistre, qui est assez intéressante, qui est issue de notre site, dont la carte on a fait la carte sur notre site La Géothèque. Elle commence à dater un tout petit peu, mais elle est vraiment intéressante, cette typologie, parce que Pierre Pistre y croise beaucoup de données différentes. Et ce qui est intéressant d'abord ici par rapport à la carte précédente, c'est que c'est le zonage par bassin de vie, qui, si c'est sûr que c'est un zonage qui est un peu moins fin que celui par commune, il reflète quand même davantage aussi certaines dynamiques, notamment pendulaires et de structuration de la vie quotidienne, puisqu'on ne vit pas nécessairement que dans sa commune, mais de moins en moins. Donc voilà, il y a un petit peu cette typologie-là. Donc cette typologie, elle est, comme je l'ai dit, issue de la thèse de Pierre Pistre. Elle distingue en fait 3 grands types de campagnes qui sont ici intitulées campagne des villes, campagne productive et campagne résidentielle. Donc les types présentés dans cette étude sont assez ressemblants de ceux qui sont présentés par ailleurs dans la typologie de la DATAR en 2003, mais sont appliqués donc cette fois-ci, comme je l'ai dit, au contour plutôt des bassins de vie tels que définis par l'INSEE. Donc d'abord, les campagnes des villes sont celles qui sont marquées par l'influence urbaine, bien sûr, et les extensions périurbaines. 2 sous-catégories s'y distinguent, donc c'est les roses et roses foncées, donc les plus proches et les plus aisées, et celles en voie de périurbanisation. Et en fait, cette différenciation-là, elle se fait par rapport à l'antériorité des processus, aux éloignements urbains et aux profils sociologiques qui sont plus ou moins élevés. Ensuite, les campagnes productives sont ensuite caractérisées par le poids d'activités économiques anciennes. Je peux reprendre donc. Allons-y. Alors, j'en étais où? J'en étais donc à cette typologie, cette superbe typologie de Pierre Pistre. Et j'en étais donc aux campagnes productives, donc celles en vert et jaune, qui sont donc caractérisées par le poids d'activités économiques anciennes, agricoles et industrielles, un moindre dynamisme démographique par rapport aux campagnes périurbaines, et puis celles qui sont en majorité ouvrières et industrielles, qui se caractérisent, elles, surtout de bassins de vie peu attractifs du nord-est du pays, alors que les campagnes productives vieillies et agricoles concernent majoritairement les territoires du centre et de l'ouest, qui sont marqués par une forte présence des retraités. Et puis le troisième groupe de cette typologie de Pierre Pistre regroupe, lui, les campagnes présentielles, ou dites aussi résidentielles, qui rassemblent les bassins de vie des littoraux et des arrière-pays atlantiques, des façades atlantiques et méditerranéennes, ou par exemple le tourisme et ses variantes, des spécialisations tertiaires et artisanales sont plus présentes, l'activité migratoire aussi, et ça caractérise ces territoires qui sont à dominante méridionale. Celles qui sont attractives et touristiques comprennent également des territoires du sud-ouest, du Tarn, du Lot, de la Dordogne, et enfin des campagnes résidentielles à économie touristique, donc les toutes dernières en bleu turquoise, sont celles qui sont plus à économie majoritairement dans les massifs alpins et pyrénéens, donc à économie montagnarde. Cette typologie, évidemment, comme toutes les typologies qui existent, a certaines limites, notamment liées ici à l'irrégularité du maillage en bassin de vie, qui confère à cette typologie des limites, puisque bien sûr, par exemple, les petites villes n'ont pas nécessairement le même rôle dans les différents bassins de vie et ne sont pas valorisées de la même manière. Donc voilà, là, c'était un petit peu des données de base sur la diversité des ruralités en France.
Pardon, j'ai été un petit peu du coup perturbée, mais voilà, je pourrais revenir sur cette question-là s'il y a des questions plus tard. Et maintenant, donc, je voulais vous présenter des approches qui sont moins statistiques et qui sont davantage de sociologie rurale ou de géographie humaine, et pour saisir du coup la singularité un petit peu des modes d'habiter en rural, qui sont une approche que j'affectionne plus particulièrement. Alors, à propos des modes d'habiter, en fait, qu'est-ce qu'un mode d'habiter? Donc, chaque individu possède un mode d'habiter, c'est-à-dire une façon de se mettre en relation avec le territoire qui l'entoure. Et comme l'écrit la géographe Mélanie Gambino dans un article de 2014 qui s'intitule « Habiter les espaces ruraux, les enjeux et formes de mobilité des jeunes », nous considérons que l'habiter est un acte complexe et ne se réduit pas à une simple occupation des lieux. Il implique à la fois des comportements, habitudes, sentiments, représentations qui se matérialisent dans les pratiques des jeunes, là en l'occurrence, puisque c'est sur ce sujet-là qu'elle travaille. Cet acte est constitué de lieux et de liens entretenus par le travail, l'affiliation, la mémoire, la projection dans le futur, etc. Je citerai également Nicole Mathieu, qui écrivait, une grande ruraliste, qui écrivait en 1996 que le mode d'habiter est une part importante de ce qui fait la différenciation entre le rural et l'urbain dans les représentations collectives. En fait, la notion de mode d'habiter, elle est intéressante parce qu'elle se trouve vraiment à mi-chemin entre la notion géographique très vidalienne de genre de vie et celle plus sociologique de mode de vie. La question de la sensibilité en fait, de l'individu habitant y est vraiment au cœur et prise dans sa dimension affective, prenant en compte le travail mémoriel, les perceptions sensorielles, l'appropriation de l'espace, en fonction notamment des cycles de vie et des parcours des individus, notamment des parcours résidentiels et sociaux. Donc, je vais vous présenter différents modes d'habiter. Et je voulais d'abord vous montrer cette vidéo. Alors, cette vidéo du coup, de la géographe Valérie Jousseau, elle est issue d'une petite série de web documentaires qui est disponible sur YouTube que je vous recommande. Donc, il y a 4 saisons. La dernière saison vient de sortir. C'est 24 épisodes de moins de 5 minutes chacun. C'est vraiment des petits épisodes très courts. C'est des capsules du coup qui sont réalisées par ImagineLA, qui est le conseil de développement de Loire-Atlantique. Et donc, ils ont tourné avec cette géographe pour explorer l'historique des territoires ruraux, les représentations, les questions d'aménagement, etc. Il y a une thématique différente à chaque saison. Et donc, moi, je voulais vous montrer ce premier épisode de la saison 2 qui évoque cette controverse du tous urbain et qui évoque un petit peu les spécificités du mode d'habiter urbain et puis ses enjeux. Donc voilà, si vous entendez le son également.
Voilà un petit peu du coup pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez bien entendu et voilà, et vu. En tout cas, je vous conseille aussi les autres épisodes. Voilà, notamment la première saison retrace un petit peu du coup les représentations liées à la ruralité à travers l'histoire. Donc retrace un petit peu aussi l'historique de cette vision, voilà, pour arriver aujourd'hui au futur urbain. Elle se relance, pardon. Décidément. Plein de problèmes techniques aujourd'hui. Donc, oui, voilà. Donc, oui, donc cette première saison qui est intéressante sur l'historique. Et donc, je voulais vous montrer celle-là parce qu'elle y introduit bien, je trouve, la notion de société rurale et l'importance aujourd'hui aussi de continuer à parler de société rurale et de reparler de société rurale et de respécifier ce que cette ruralité a de particulier. Donc dans cette mouvance un petit peu de vouloir caractériser qu'est-ce qui caractérise les habitants du rural et qu'est-ce qui fait leur attachement aussi à l'espace rural. On a les travaux de Yannick Saint-Cébé qui sont vraiment intéressants. Alors elle est sociologue de formation, mais bon, voilà, elle fait un travail vraiment très, très axé sur le territoire et sur le territoire rural en particulier. Et donc, à travers ces travaux, on peut émerger, on peut tirer un petit peu une typologie des rapports au territoire, des rapports à l'espace, qu'on peut distinguer dans la ruralité, en particulier plus en France et aujourd'hui. Et en particulier, elle travaille davantage sur le Diois. Pardon, je vois des messages comme quoi on ne m'entend pas, mais en fait, c'est tout. Donc oui, donc cette typologie de Yannick Saint-Cébé, elle est intéressante parce qu'elle se pose un petit peu sur un gradient et deux pôles entre lesquels se positionnent les individus qui vivent dans les espaces ruraux sur lesquels elle a travaillé, entre attachement à ce territoire et distanciation par rapport à ce territoire. Et on le voit bien autour de nous, vous avez sûrement tous une expérience plus ou moins personnelle ou proche ou amicale ou autre avec le rural. Et vous distinguerez dans ces types-là, vous y reconnaîtrez peut-être des personnes que vous connaissez ou vous-même. Donc, elle y distingue un petit peu quatre personnalités, notamment dans son article « Être ici, être d'ici », donc où elle fait bien cette distinction entre être ici, juste être là, et être d'ici, donc venir d'ici ou être suffisamment ancré ici pour se revendiquer d'ici, qui est sûrement une distinction que vous arrivez à faire également. Donc la première, c'est un rapport à l'espace qui est vraiment dans l'immersion, avec des personnes qui sont très attachées à leur territoire, qui ont des pratiques qui relèvent beaucoup de l'interconnaissance, parfois une certaine solitude, mais beaucoup une proximité, et des territoires qui sont, qu'elle nomme, elle, identitaires et défensifs, avec une forme d'appartenance qui va être
sur le pôle de l'attachement qui va être prédominant, avec une certaine sédentarité, peut-être en rapport avec cette civilisation paysanne dont parlait Mandras, beaucoup de jeux d'interconnaissance, beaucoup de classes populaires qui sont dans cette situation-là. Aussi un certain rapport un peu désabusé aussi avec une certaine notion d'absence d'avenir ici et de revalorisation de l'attachement très fort au territoire. Ensuite, un peu plus vers la distanciation, mais encore très du côté de l'attachement, on a la posture qu'elle nomme engagée, avec l'idée du contrat, du mode du choix, de moments de relâchement avec une expérience d'un ailleurs. C'est-à-dire des personnes qui fonctionnent par réseau de territoire, une réticularité avec des ponts entre l'ici et l'ailleurs, une complémentarité entre ville et campagne, avec un ancrage qui est ici plus un choix. Et du coup, un ancrage qui va mobiliser des ressources propres au rural. Et on saisit d'autant mieux ici qu'on fait l'ici qu'on fait l'expérience de l'ailleurs. Donc, c'est souvent des personnes, par exemple, qui ont fait leurs études en ville et qui sont revenues ensuite vivre à la campagne. Là, ça va être beaucoup des classes moyennes, notamment, qui réinvestissent le rural. On en parlera tout à l'heure, mais lié au Covid, tout ça, c'est des questions qui reviennent aussi. Ensuite, on a le mode de la distanciation, où là, c'est un rapport au territoire qui est plus en tension, avec une séparation, c'est-à-dire le fait de vouloir chercher à partir, où on ressent l'exil du territoire rural comme un devoir, que l'ici est certes pourvoyeur d'une identité généalogique, mais l'espace est vécu comme quelque chose de bipolaire et on doit partir pour se réaliser ailleurs. Donc il y a une tension entre ici et ailleurs, un attachement à l'ici, mais un engagement dans les liens, des liens ailleurs. Donc un rapport très ambivalent en fait au territoire. Donc il y a des allers-retours selon les cycles de vie aussi. Et là aussi, c'est assez caractéristique aujourd'hui des classes moyennes. Et puis enfin, le mode qui est le plus tourné vers la distanciation au territoire, dans cette typologie de Yannick Saint-Cébé des modes d'être en rural, des modes d'habiter, c'est le rapport à l'espace qui est dans l'extériorité, avec un type d'appartenance qui est assez labile, avec des lieux et des liens qui sont un peu substituables. On est plongé dans un lieu, mais on est retiré en fait de l'environnement proche. C'est plus une idéologie là, de l'épanouissement, de la promotion individuelle, avec un affranchissement du contrôle social local, qui est bien sûr une caractéristique forte du rural, ce contrôle social local, et donc un détachement du territoire qui est vécu comme une injonction sociale. Voilà, le devoir de se détacher de ce territoire, avec des lieux qui sont des occasions support, des points d'appui pour s'approprier aussi les lieux, un ancrage aussi dans le temps présent, et puis une large palette sociale en général de ces individus-là. Donc voilà, c'est un petit peu un exemple de typologie qui peut exister sur, certes, il y a des territoires ruraux qui ont une identité, des particularités, mais avec des personnes qui y vivent, en particulier là dans l'exemple qu'elle prend dans le Diois. Voilà, il y a beaucoup de résidences secondaires, de personnes qui viennent de néo-ruraux, comme on peut les appeler, mais aussi des personnes qui sont ancrées depuis une ou deux ou trois générations, etc. Et donc, ces différents rapports au territoire qui peuvent parfois voilà, avoir aussi des frictions ou très bien aussi se combiner entre eux. Voilà un petit peu. Une autre typologie que j'aime beaucoup, je suis désolée, mon tableau est un peu illisible, mais bon, voilà, toutes les infos qui sont dedans sont importantes. Cette typologie-là, je l'aime beaucoup parce que bon, bah, c'est sur les pratiques du rural par les jeunes, donc moi, c'est un sujet qui m'a particulièrement intéressée. Et Mélanie Gambeno, bah, elle est géographe et elle l'a élaboré donc, dans sa thèse, qui fait une comparaison entre le Périgord vert et le rural galway en Irlande, qu'elle a intitulé « Vivre dans les espaces ruraux de faible densité de population, pratique et représentation des jeunes ». Elle le développe aussi dans un article qu'elle appelle « Les jeunes dans les espaces de faible densité, d'une expérience de l'autonomie au risque de la captivité ». Voilà, c'est des thématiques qu'on retrouve souvent quand on parle aussi de jeunesse en milieu rural. Donc, pareil, ces trois typologies-là, je suis à peu près sûre que vous en avez rencontré, que vous pouvez rencontrer, que vous en êtes pour certains d'entre vous. Ces différents rapports au territoire rural que des jeunes peuvent avoir aujourd'hui en Europe, on va dire, même si moi, il y a des types que j'ai pu retrouver même au Brésil. Le type 1, on va dire, c'est les jeunes qui se vivent, alors évidemment, comme toute typologie, on n'est pas forcément un type totalement, on peut faire des allers-retours entre les différents types selon les moments de sa vie, on peut être un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là.
voilà, c'est une typologie, c'est fait pour expliquer, pour clarifier, mais c'est pas quelque chose d'absolu, bien sûr. Ceci étant dit, donc, le type 1, c'est un petit peu les jeunes qui vivent le territoire comme un piège et dont le mode d'habiter, c'est le fait de rester. Ils privilégient la proximité, ils ont une mobilité qui est dans un périmètre assez continu, ils sont très attachés au territoire local. Ils ont une rationalité reproductive, donc ils sont là, ils ont grandi là, ils ont vécu là, ils sont restés là, et ils ne se voient qu'ici. Ils ont une relation à la ville qui est vraiment dans la différenciation. Ils aiment se différencier des pratiques urbaines. Ils ont une présence locale dans le paysage, dans la vie locale qui est assez visible. Ils sont souvent très actifs dans la vie locale, dans les clubs de foot, voilà, les différentes activités sociales et de loisirs, etc., voire politiques locales. Ils ont des pratiques qui sont donc centrées sur le local et leurs pratiques ont pour la conséquence la reproduction des caractéristiques de la campagne qu'ils veulent différencier des grandes villes, mais ils vivent quand même cet espace-là comme un piège, comme un manque, un éloignement. Pour eux, il y a une absence de certaines activités, il y a un entre-soi qui est problématique, ils vivent parfois assez mal l'interconnaissance. Pour eux, ça peut être un espace qui est assez enfermant et dévalorisant. Le type 2, ça va être les jeunes qui vont être dans une alternance avec la ville. Ils vont être dans ce qu'on appelle partir et revenir. On les appelle même les partis revenus. Moi, par exemple, je suis une partie revenue. J'ai grandi en rural, je suis partie faire mes études en ville et je suis revenue en rural. Donc, eux, ils vivent plus le rapport au territoire dans une complémentarité. Pour eux, il y a une forme de fatalité et d'obligation du passage en ville, mais surtout une adaptation à celle-ci et aux usages de ce qu'elle apporte, dont notamment les loisirs et la culture. Ils sont moins visibles souvent dans l'espace public. Leurs pratiques relèvent plus d'une représentation du rural qu'ils ont comme un refuge. Pour eux, c'est un espace en essor qui n'empêche pas la modernité. Ils valorisent les qualités de la campagne, la communauté, la tranquillité, la qualité de vie. C'est un espace qui, pour eux, protège de la ville. Il y a un isolement qui est réel, mais qui est spatial, qui est positif parce qu'il n'est pas social. Et ils alternent, du coup, entre ville et campagne aussi pour certaines de leurs pratiques. Voilà un petit peu. Et donc, le type 3, qui est davantage celui voilà, qu'elle a nommé du cadre de vie, du type de représentation du rural comme cadre de vie, où là, c'est des jeunes qui sont plus dans la dynamique de s'installer. Donc, souvent, bien sûr, c'est voilà, les un petit peu plus vieux. Parfois, on fait des allers-retours pendant les études et puis finalement, on vient s'installer, hein, on revient s'installer un jour, on vient s'installer, même on peut avoir grandi en ville et être dans cette typologie-là. Eux, c'est vraiment des personnes qui vont valoriser très fort la singularité du rural. Et ça va être un choix très fort de vivre en rural. Ils vont éviter les villes moyennes et les grandes agglomérations. Et ils vont privilégier beaucoup ce que la campagne ou la ruralité a pour eux de propre. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de propre ou pas? Pour moi, la question, elle n'est pas tellement là. Elle est plus dans l'idée que, voilà, pour eux, il y a quelque chose de propre au milieu rural, des pratiques, des aménités, des attributs qui sont particuliers et que eux valorisent et qu'ils cultivent par leurs propres pratiques. Par exemple, ils ont des loisirs qui sont plus axés sur les lectures, les concerts, par exemple. Ils ont un tissu relationnel qui sollicite beaucoup. Ils valorisent donc les attributs comme le grand air, l'agriculture plutôt locale. Ils sont habitants de ces espaces pour des raisons, ces raisons-là, donc le côté liberté, choix personnel. Et leurs pratiques contribuent à renforcer et à accentuer ces caractéristiques-là, parce que c'est ça qu'ils souhaitent pour leur projet de vie, leur projet de famille, etc. Et donc, ils sont dans l'ancrage dans leurs pratiques. Ils permettent, voilà, ils sont mobiles, mais ils privilégient le fait de s'installer. Et tout ce que s'installer chez soi permet aussi de travailler, sortir, bouger. Et donc, voilà, ça va être aussi parfois des profils un petit peu plus atypiques. Voilà, c'est un profil qui est assez fréquent voilà, aussi quand on parle du rural dans les débats aujourd'hui. Voilà un petit peu sur les typologies. Alors, je suis désolée, je vais un petit peu sauter du coq à l'âne. Du coup, je vais passer sur le Brésil parce que je voulais quand même voilà, donner un petit peu de corps et d'explications, voilà, d'exemples aussi. Mais on pourra revenir évidemment sur ces typologies-là si ça vous intéresse.
Donc, à propos du Brésil, je voulais vous amener voilà, juste quelques éléments par petites touches parce que voilà, je ne sais pas trop non plus de quoi voilà, qu'est-ce qui vous intéressera le plus. Ce n'était pas évident pour moi de faire quelque chose de à la fois synthétique et approfondi. Mais en tout cas, voilà, sur le Brésil, moi, la chose qui m'a le plus intéressée quand j'ai réalisé mes travaux de doctorat, c'était un petit peu voilà, de vous transmettre cet étonnement, faire un petit peu ce rapport d'étonnement que j'ai pu avoir moi, en tant que jeune rurale aussi française, d'aller là-bas, qu'est-ce qui marque le plus? Pour moi, ça a été vraiment ce paysage et cette organisation du territoire que j'ai essayé de schématiser ici. Donc, vous avez à gauche un petit peu, alors, bien sûr, comme tout schéma, c'est comme une typologie, voilà, c'est tout à fait déplaçable, etc. Mais ça permet de comprendre et de conceptualiser. Donc, au Brésil, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a une grande ville avec une périphérie, une grande route, et ensuite, voilà, pas forcément de route asphaltée et pas forcément de ville moyenne et de maillage très dense en milieu rural. Voilà, c'est des espaces très peu denses par rapport aux ruralités françaises, mais surtout qui sont habités de manière très différente et avec un habitat beaucoup plus dispersé. Voilà, les petits points, c'est des maisons isolées. L'idée, c'est que c'est aussi un espace qui est moins cultivé, en général moins anthropisé qu'en France. Alors évidemment, ça dépend beaucoup des endroits. Il y a des grandes zones très agricoles au Brésil. Mais en termes de peuplement, le peuplement s'est en fait évidemment très différemment. Je ne vous refais pas tout l'historique, la colonisation, etc. Mais du coup, la structure qu'on peut avoir chez nous du hameau, du village, de la ville moyenne et de la grande ville n'existe pas du tout. Le mot village, d'ailleurs, n'a pas de traduction en portugais du Brésil, ou alors il désigne seulement les villages indigènes, d'Indiens. Voilà, mais le terme village n'est pas du tout pratiqué. Et donc, contrairement à, j'ai essayé de schématiser un petit peu en France, voilà, ce maillage qui est quand même important, et notamment d'un point de vue politique. Quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'était le fait qu'il n'existe pas l'échelle de la commune au Brésil. Enfin, elle existe, c'est le municipio, mais ce municipio, donc qui est l'échelle politique et administrative la plus fine et la plus proche de l'habitant, et ben en fait, pour créer un municipio au Brésil, il faut un pôle urbain. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas créer, il ne peut pas y avoir de communes rurales. Chez nous, voilà, on sait, la majorité des communes sont rurales et le maire, la mairie, voilà, même si elle perd aujourd'hui en pouvoir d'agir sur son territoire, est quand même une échelle d'action qui est importante et qui est intéressante. Et du coup, c'est intéressant de voir que dans ce pays-là, voilà, l'échelle politique, elle est conditionnée au fait qu'il existe un pôle urbain sur ce territoire. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, c'est voilà, une différence majeure pour moi d'organisation du territoire et de compréhension et de projection sur la ruralité qui est intéressante. Petite définition du rural par l'IBGE, donc l'équivalent brésilien de l'INSEE, qui nous montre bien que en fait, le rural est vécu vraiment comme un négatif par rapport à la ville. C'est ce qui n'est pas la ville. Donc, je vous la lis, elle est sur le diapo. L'habitat dispersé, la dépendance, donc ce qui définit le rural pour l'IBGE, c'est l'habitat dispersé, la dépendance vis-à-vis d'un centre municipal ou d'une autre ville proche et la précarité de l'accès aux biens et services socialement nécessaires, y compris l'accès à des activités non agricoles. Élément important aussi, c'est qu'au Brésil, rural égale agricole. Voilà, que ce soit pour les habitants, pour l'espace. Voilà, une anecdote que j'aime bien raconter, c'est quand on me demandait, voilà, est-ce que tu es rural? Quand là-bas, on me demandait, est-ce qu'en France, tu es rural? Je disais, oui. Ah, et du coup, qu'est-ce que tes parents produisent? Mes parents ne sont pas agriculteurs. Ah bon, mais du coup, tu n'es pas rural. Voilà, vraiment cette concordance dans les esprits du fait que rural égale agricole, ce qui était aussi le cas en France jusqu'à pas si longtemps, mais voilà, qu'on a quand même largement dépassé aujourd'hui. Et voilà, dans les esprits, c'est encore le cas. Évidemment, dans les faits, évidemment, c'est un territoire aussi tout à fait multifonctionnel, tout comme en Europe. Mais voilà, dans les esprits et en particulier dans les politiques d'aménagement, cette confusion entre rural et agricole est parfaitement présente. Un élément aussi qui est intéressant pour comprendre le rapport au rural au Brésil, c'est l'article 32 du loi du statut de la terre, qui définit les territoires, qui définit ainsi les territoires où pourra s'appliquer l'impôt urbain. Je vous lis parce qu'il est quand même assez étonnant. Est considéré comme urbain
tout territoire qui présente au moins deux des infrastructures suivantes construites ou maintenues par les pouvoirs publics. Donc, soit un trottoir ou une chaussée, et avec canalisation des eaux pluviales, soit de l'eau courante, soit un réseau d'éclairage public, soit un réseau d'égouts, soit une école primaire ou un poste de santé à moins de 3 km des maisons considérées. Donc, si vous avez 2 de ces 3 items, de ces 5 items, ça y est, vous êtes une ville. Voilà, moi je trouve que c'est une définition qui est assez intéressante parce que ça montre bien que voilà, dans l'esprit des législateurs à ce moment-là, dans ce pays-là, l'idée c'était que voilà, du moment qu'il y a des infrastructures, c'est de l'urbain. Donc voilà, ça montre quand même bien l'idée de relégation dans laquelle se trouve la ruralité. Autre élément important sur le Brésil et la ruralité, c'est la place de l'agriculture familiale. Alors, je vous ai mis 2 cartes parmi beaucoup qui existent. Sur le sujet, c'est Hervé Terry vraiment qui fait référence. Donc, sur l'occupation des sols, des terres agricoles, des réserves, et puis la part qui est anthropisée. Alors, ce qui est entouré en noir, c'est mon terrain de recherche de ma thèse, donc le sud du Brésil, qui était particulièrement anthropisé, mais voilà, qui ne représente pas forcément évidemment la diversité de ce pays qui est grand, voilà, qui fait la même superficie que l'Europe. Et puis la place de l'agriculture familiale, qui est également très importante. On a toujours l'image de l'agrobusiness, voilà, une grosse agriculture intensive, qui est très présente bien sûr au Brésil, mais avec aussi une agriculture familiale qui est encore très présente, et notamment voilà, qui est distribuée de manière très différente sur le territoire. Voilà, dans le nord-est notamment, c'est beaucoup de petits paysans. Dans le sud aussi, parce que c'est un espèce de colonisation européenne assez fort avec une tradition de l'agriculture familiale. Alors que sur le front pionnier, notamment voilà, du Mato Grosso et de ces espaces-là, ça va être des grandes exploitations intensives et pas beaucoup d'agriculture familiale. Par rapport à cette question-là de l'agriculture familiale aussi, c'est intéressant de lire la distribution des exploitations agricoles par taille de surface. Donc là aussi, des données de l'IBGE. On voit que 35% sont des exploitations qui ont moins de 5 hectares, donc sur toutes les exploitations agricoles brésiliennes. Donc ça en fait quand même une bonne part. Enfin, voilà, c'est quand même une grosse proportion. Et quasiment 5% sont sans terre. Donc voilà, des agriculteurs qui cultivent sur les terres d'autrui. Donc du coup, ça fait quand même une grosse population et beaucoup d'exploitations familiales. Et bien sûr, si on compare, bon, là, je n'ai pas ramené le chiffre ici, mais si on compare les 1% qui ont plus de 1000 hectares, ce sont évidemment ceux qui produisent le plus en quantité et qui capitalisent le plus de valeur et qui captent le plus aussi de subventions publiques. Et ça ne s'est pas arrangé depuis l'ère Bolsonaro. En conséquence, avec cette distribution très, très inégalitaire de la terre, le Brésil est aussi le berceau d'un mouvement paysan très important qui s'appelle le mouvement des sans-terres, qui est un mouvement très emblématique pour tous les mouvements paysans du monde. En France, c'est également une référence pour, par exemple, les mouvements comme Confédération paysanne qui prennent aussi exemple en partie sur ce type de mouvement-là. Donc ce mouvement-là, il est né en 84 et il réunit aujourd'hui 1,5 million de personnes, donc 300 000 familles dans les assentamentos. Donc en fait, le mouvement procède par occupation des terres inexploitées. Elle occupe des terres qui appartiennent à de grands latifundiarios, donc des grands propriétaires terriens, pour y installer des familles, pour y cultiver la terre. Pour y vivre et voilà, y installer leur vie, leur communauté. Donc on appelle ça dans un premier temps les acampamentos, donc les occupations, et puis ensuite, une fois qu'ils sont installés en village, on va dire entre guillemets, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas vraiment de village, en assentamentos, et donc c'est des proportions quand même assez gigantesques, 300 000 familles qui ont pu être installées depuis une petite quarantaine d'années, et la surface conquise par ces luttes-là est équivalente aujourd'hui à 7 millions d'hectares. Donc c'est l'équivalent à peu près de la superficie du Danemark, je crois. Donc c'est vraiment des superficies immenses qui permettent aujourd'hui à des familles de vivre de la terre, alors que c'est des familles qui sinon auraient dû migrer en ville et vivre notamment beaucoup dans les favelas et les quartiers pauvres. Et donc ce qui est intéressant dans ces assentamentos, c'est qu'ils pratiquent
une ruralité où il y a une pratique du collectif qui est très présente et qui se cristallise dans l'aménagement de l'espace notamment. Donc en haut, vous avez le plan d'un assentamento sur lequel j'ai pu travailler, et en dessous, le plan d'une communauté classique voilà, dans la même région, la communauté de Bella Vista. Et donc, on voit bien dans l'image du haut qu'il y a plus... alors déjà, les habitats sont plus groupés. Ils sont voilà, un petit peu comme dans les villages à l'européenne. Ils sont davantage les uns à côté des autres, alors qu'en dessous, ils sont vraiment très éparpillés. Ils sont tellement éparpillés qu'ils apparaissent pas du tout là dans la carte. Ici, il y en a que 2 ou 3 qui apparaissent parce qu'en fait, la communauté est totalement éparpillée et il y a en fait les terres, la ferme, et pas du tout l'unité d'habitat du village. Alors que cette unité-là, les Sans-Terre ont bien compris qu'elle permettait aussi la vie collective. Et du coup, on voit dans l'image en haut que non seulement il y a le cimetière, l'école, la crèche, le poste de santé, le terrain de foot, la salle des fêtes, qui, qui sont ici, et puis aussi les plantations collectives et l'usine collective qu'ils ont. Elles sont toutes voilà, fédérées un petit peu au même endroit, alors que dans les communautés classiques, on va avoir souvent, certes, l'église, le terrain de foot, qui vont en général être à côté, avec une petite salle communautaire, mais ensuite... voilà, par exemple, là, dans le cas de cette communauté-là, l'école, elle est tout à fait à un autre bout du territoire, à parfois des kilomètres. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de vie de village et d'implantation physique du collectif. Donc, on comprend bien comment ça peut changer également les pratiques. Voilà un petit peu sur ce que je voulais vous dire sur le Brésil en exemple. Je vois que le temps file, en plus avec les interruptions qu'on a eues, voilà, ça fait finalement déjà un moment que je parle, mais voilà, je vais quand même continuer un petit peu, peut-être en passant plus rapidement. Je voulais vous dire quelques éléments quand même sur les jeunes en milieu rural. Alors, à la fois sur le Brésil et la France, là, c'est des chiffres sur les jeunes en milieu rural en France. Je vous conseille d'ailleurs cet avis du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental, qui a produit un avis sur la place des jeunes dans les territoires ruraux qui est très intéressant, avec des chiffres assez intéressants, notamment le fait que 7 élus sur 10 en milieu rural ne fait pas de la jeunesse la priorité, contre 1 élu sur 10 en zone urbaine. Donc on voit vraiment qu'en rural, être jeune, c'est vraiment pas la priorité. Enfin, voilà, quand on est jeune, on n'est pas la priorité des élus. On n'est pas la priorité non plus en général des aménageurs, et on a des problèmes de mobilité. Par exemple, 32% des jeunes ruraux n'ont pas assisté à un entretien d'embauche pour un emploi faute de transport pour y aller. Donc c'est quand même une proportion qui est assez gigantesque. Alors en revanche, voilà, il y a des éléments qui sont différents aussi. Par exemple, les jeunes ruraux sont en moyenne plus impliqués et plus engagés dans la vie locale que les jeunes urbains. Voilà, ça va être 18% des jeunes ruraux qui sont bénévoles dans une association contre 13% des jeunes urbains. C'est quand même une différence assez significative. 41% des jeunes ruraux, par exemple, ont confiance dans les relations de proximité, alors que c'est seulement 35% des jeunes urbains. Donc voilà, c'est des données qui sont également intéressantes sur cette jeunesse-là. Voilà un petit peu sur les jeunes. Sur les jeunes, alors bon, là c'est un schéma pareil qui fait peut-être un petit peu peur, mais voilà, que j'avais réalisé pour ma thèse, parce qu'il résume un petit peu les enjeux qui se cristallisent autour des jeunes en milieu rural, que ce soit au Brésil ou en France, et qu'on peut résumer par le partir ou rester. Voilà, au Brésil, ils fait carrossier. Donc c'est vraiment cette alternative-là. Quand on est jeune en milieu rural, on va avoir tout le poids de la famille, de la communauté, mais aussi de la société, soit dans un sens, soit dans l'autre, soit dans des sens contradictoires. Voilà, il y a à la fois la réalité quotidienne, il y a à la fois l'attachement, il y a à la fois les projections, les représentations, les attentes qu'on peut avoir, les envies qu'on peut avoir d'aller ailleurs, le fait de partir et de revenir. Et de tout ça, en fait, de tous les enjeux qui se cristallisent autour des jeunes en milieu rural, qui évidemment sont une variété. Il y a une variété de réalités. Il n'y a pas de jeunes ruraux qui se ressemblent, qui ont les mêmes problématiques, mais quand même, ils peuvent avoir des problématiques communes. Et de tous ces enjeux-là dépendent l'avenir, bien sûr, des communautés rurales. Ce n'est pas impulsif que de dire que les jeunes, c'est l'avenir. Bien sûr, si les jeunes partent ou ont envie de partir et de ne jamais revenir parce qu'ils ont une mauvaise expérience des territoires ruraux, forcément, il y aura un problème d'aménagement derrière, ou en tout cas de perpétuation de ces espaces. Et donc, ça pose un petit peu les questions d'avenir sur ces communautés rurales-là.
Il y a aussi les questions liées au genre que j'aurais pu développer, voilà, que je n'ai pas développé non plus, mais pensez-y aussi, c'est des éléments qui sont intéressants à aborder. Il y a notamment les travaux de Yael Salem Mangui qui vient de sortir un rapport qui s'appelle Les filles du coin, enquête sur les jeunes femmes en milieu rural, qui est vraiment intéressant par rapport voilà, aux différences entre filles et garçons qu'il y a encore aujourd'hui pour les jeunes ruraux en France, sur le lien au territoire et à la famille, sur la sociabilité et les loisirs, sur les mobilités, l'étude, le monde du travail, le rapport à l'espace public et domestique, tout ça qui sont des éléments qui sont parfois très différents selon qu'on grandit, fille ou garçon, dans un territoire rural. Pour résumer sur ces questions de genre, on peut dire qu'il y a une autonomie qui est quand même difficile à acquérir souvent, des limitations qui sont encore plus fortes que pour les hommes, ce qui est souvent les hommes ont déjà des limitations sur ces éléments-là, sur la mobilité, les loisirs, l'accès à l'éducation et à la santé, la sociabilité, le rapport à la famille, mais que les femmes sont aussi un moteur très fort d'éléments de recomposition rurale. Elles ont un rôle souvent très fort dans l'agroécologie, dans le tourisme rural, dans l'éducation, dans les mouvements syndicaux et sociaux, dans le monde associatif. Ça, c'est des éléments, moi, que j'ai pu repérer autant en Amérique latine qu'en Europe, où vraiment les femmes sont un moteur de ces espaces-là, même si elles ont une vie pas toujours facile, on va le dire comme ça. Enfin, j'avais un petit peu une thématique que je voulais aborder aussi sur les pratiques culturelles et la ruralité. Alors, je ne sais pas trop, animatrice, est-ce que je peux lancer une petite vidéo de 3 minutes ou est-ce que ça commence à faire peut-être un petit peu long? Non, mais pas de souci, vous pouvez continuer. Ok, bon, très bien, j'y vais. Donc là, c'est une petite vidéo avec des extraits de films sur les pratiques culturelles des jeunes ruraux donc dans le Santa Catarina, qui est la région du sud du Brésil où j'ai fait mes recherches. Donc, je vais vous passer la petite vidéo et puis voilà, j'amènerai quelques éléments après. Voilà, je la lance.
Voilà un petit peu. Bon, ça vous aura au moins montré quelques images aussi du sud du Brésil pour vous faire une petite idée. Voilà, ce que j'aime bien dans voilà, ces extraits, c'est que ça montre bien les problématiques. Voilà, évidemment, il y a un exode rural qui est encore très fort dans ce pays-là et dans d'autres pays du Sud. Mais voilà, il n'est pas forcément lié qu'à des critères économiques, il est lié aussi à des systèmes de représentation et de pensée et aussi à des questions d'accès à la culture, d'accès aux loisirs, de temps pour pouvoir pratiquer la culture et les loisirs, qui sont des éléments qui sont rarement envisagés de manière suffisante, en tout cas par les aménageurs, les politiques, même voilà, tous les acteurs locaux. Et donc, c'est des éléments qui sont importants voilà, dont il est important de tenir compte. Et notamment, j'aime bien ce que dit la sociologue à la fin, et ça rappelle du coup des éléments que j'ai pu amener tout à l'heure avec la typologie de Yannick Saint-Cébé et de Mélanie Gambino. C'est le côté, voilà, il y a de plus en plus, les jeunes ont besoin de se projeter dans des espaces aussi par désir, et pas seulement voilà, avec une rationalité purement économique et reproductrice. Donc voilà, c'est des espaces qui ont aussi leur carte à jouer là-bas par rapport à ça. Et donc les pratiques culturelles ont dans ce cadre-là toute leur carte à jouer et leur rôle à jouer pour voilà, susciter l'attractivité aussi, susciter l'attachement à ces territoires. Je vais vous parler brièvement de 2 exemples d'activation de la culture rurale dans 2 mouvements qui sont importants au Brésil. Donc dans la culture gaúcha, qui est une culture qui est importante dans le sud du pays, qui ressemble aussi à la culture gaúcha du nord de l'Argentine, qui est une culture en fait qui est en partie réinventée, hein, une culture traditionnelle, voilà, liée à l'élevage évidemment, qui réactive tout un tas de cultures, voilà, de valeurs rurales et de valeurs traditionnalistes qui, voilà, pour les jeunes qui participent à ces associations-là, qui sont très puissantes dans le sud du pays, sont des éléments de fierté et du coup d'attachement au territoire et qui peut-être leur évitent d'avoir envie de partir forcément faire leur vie en ville et est un sujet de fierté aussi pour eux dans une société qui ne valorise pas du tout nécessairement l'appartenance à la ruralité. Et puis, dans un style bien sûr tout à fait différent, la mise en scène aussi de la culture paysanne dans le mouvement des Sans-Terre, dont je vous parlais tout à l'heure, notamment à travers ce qu'ils appellent les mystiques, qui sont des mises en scène au début des réunions, des congrès, des événements politiques qu'ils organisent, voilà, qui met en scène vraiment cette culture paysanne et cette culture de lutte paysanne sans cesse rappelée et réactivée. Quelques points importants juste rapidement par rapport à la culture en milieu rural de façon plus générale. Il faut avoir en tête que pour les pratiques culturelles en milieu rural, il y a une question de l'adaptation au manque d'infrastructures ad hoc, parce qu'il y a des infrastructures, mais pas forcément appropriées à la pratique culturelle. Et du coup, une ponctualité dans le temps et l'espace qui va se mettre en place souvent pour les pratiques, avec notamment toute la vague de ce qu'on a appelé la festivalisation, beaucoup de festivals en milieu rural. En France, vous avez vu ça. Voilà, parce que c'est une forme qui s'adapte bien à l'espace rural. Après, il est aujourd'hui remis en question parce qu'il n'est pas forcément le plus efficace en termes de développement local et vraiment d'insertion de la population dans une dynamique culturelle. C'est aussi un sujet, bien sûr, très politique et sensible. Voilà, à chaque fois qu'on parle de culture en milieu rural, il faut avoir en tête l'héritage de la posture coloniale des élites urbaines. Quand on parle culture en milieu rural, voilà, il y a tout de suite une idée aussi de la culture parisienne ou plus globalement des élites qui va essayer de s'imposer, de s'appliquer, même sous couvert de démocratisation, qui va essayer quand même de s'imposer dans ces espaces-là qui n'auraient pas de culture. Voilà, aujourd'hui, évidemment, on en revient beaucoup et on réactive le fait que ces espaces-là aussi ont des cultures propres, avec notamment des logiques régionalistes, mais pas que, voilà, et de réactivation aussi de ces pratiques culturelles-là propres. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'inflation patrimoniale. Donc voilà, de plus en plus, on qualifie de patrimoine beaucoup d'aspects, donc du bâti, bien sûr, mais aussi le patrimoine immatériel, le patrimoine oral, etc. Ce qui est voilà, très intéressant parce que ça permet de préserver des pratiques et des éléments culturels, notamment en milieu rural. Mais c'est parfois en décalage avec la vitalité des pratiques et la place de la création aussi en milieu rural, qui est, voilà, le milieu rural est aussi un espace où il y a des lieux de création culturelle qui sont importants et qui ne sont pas nécessairement autant valorisés que l'aspect patrimonial. Voilà un petit
peu. Alors, c'était un paysage, voilà, c'était brossé de manière assez rapide, mais voilà, je voulais aborder un petit peu plein de petits sujets. Et puis, voilà, s'il y a des questions, j'approfondirai l'un ou l'autre. En conclusion, je voulais un petit peu évoquer. Je voulais un petit peu évoquer l'avant-après Covid, parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'avec le confinement et le déconfinement, bon, peut-être que ça vous a échappé, mais on a vraiment beaucoup parlé de ruralité dans les médias. On ne compte plus les émissions radio, les tribunes, les articles, quel que soit le magazine ou le support sur la ruralité, et notamment le fait que les urbains se seraient rendus compte pendant le Covid que c'est vraiment insupportable de vivre en ville et du coup voudraient aller vivre en rural. Alors ça, bien sûr, il faut toujours se méfier de ce genre de processus. À chaque crise, voilà, que ce soit les crises économiques, politiques, il y a une réactivation de la ruralité et un réinvestissement de la ruralité. Voilà. Donc là, évidemment, on ne peut pas encore dire s'il y aura un avant ou après Covid pour les espaces ruraux. On est des scientifiques, on attend de voir. Voilà, on ne peut pas faire de prospective. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez sûr qu'il y aura en tout cas une reconsidération un petit peu différente, voilà, notamment par rapport aux questions de densité, de voilà, qu'est-ce qu'on a dans son kilomètre, voilà, du télétravail aussi qui va se généraliser sans aucun doute et qui va permettre aussi une redistribution de la population sur le territoire peut-être. Donc voilà, il faudra voir, mais c'est une question en tout cas intéressante et qui peut être voilà, donner l'occasion à des études de documents ou quoi qui peut être intéressant sur ce débat-là. Et puis enfin, autre question d'actualité aussi qui est très intéressante pour moi, c'est le rapport de la ruralité avec les urgences climatiques et sociales. Pour moi, et puis je ne suis pas la seule chercheuse qui travaille là-dessus, mais le rural est un espace éminemment pertinent pour répondre aux défis des urgences climatiques et sociales qui se posent à nous. Pour différentes raisons. Il y a un maillage associatif très fort, il y a un mode de sociabilité, des liens intergénérationnels, il y a moins d'entre-soi ou un entre-soi qui est en tout cas différent. Il y a un rapport à la nature, à l'agriculture, à l'alimentation qui est différent, un rapport au temps, à la consommation, un rapport aux politiques avec cette échelle de la commune où on agit et que là on a vraiment l'impression que ça a un impact ici et maintenant. Il y a des territoires de marge aussi. Voilà, on voit que les ruralités, c'est des territoires de marge. Alors peut-être des territoires de marge pour des populations dites en marge voilà, de la société normée. Il y a aussi tout un tas de pratiques qui sont classiques en milieu rural, de low-tech, de pratiques qu'on pourrait appeler pré-capitalistes ou péri-capitalistes. La pluriactivité aussi, qui est une caractéristique du rural, correspond tout à fait aux aspirations et il y a besoin de tous les emplois en milieu rural. Il y a une diversité de profils de néo-ruraux aujourd'hui. Il y a des travaux aussi d'une philosophe notamment qui s'appelle Joëlle Zask sur le fait que le rapport à la terre façonne aussi un autre rapport aux autres. Il y a la question de la taille des communautés aussi qui est intéressante en milieu rural. Alors évidemment, sans jamais idéaliser le rural, il y a plein de contre-exemples à tout ce que je viens de citer. Et il y a aussi une complémentarité qui doit être très forte entre urbain et rural. Voilà, ne jamais opposer les deux et toujours réfléchir à cette complémentarité-là. Réfléchir aussi à quelle échelle d'organisation est la plus pertinente pour valoriser ces différentes réalités-là. Voilà, et j'en finis du coup en vous montrant juste quelques ressources en ligne qui peuvent vous intéresser. Donc plein de web documentaires qui existent sur la ruralité, donc un qui s'appelle Hyperlien, qui est sur des lieux de culture numérique en milieu rural. Unique en mon genre, qui est également présent sur YouTube. J'ai pas mis le lien, mais sur les questions LGBT et de genre en milieu rural. L'émission Champ Libre, qui est sur les initiatives culturelles rurales. Le web documentaire, vous avez dit Paysans, qui est vraiment intéressant sur l'histoire des représentations des paysans de la Révolution à nos jours. Le web docu dont je vous ai déjà parlé, La Campagne. Géoconfluence, qui est forcément peut-être une ressource que vous connaissez déjà, où il y a tout un dossier sur la ruralité. Et puis, j'en termine pour vous assommer définitivement par une bibliographie sélective voilà, sur la ruralité avec des grands noms incontournables pour ceux que ces questions intéressent, notamment voilà, Yves Jean et Périgord, Le Bourron
Georges, que je vous conseille ici, qui est un manuel indispensable. Le travail de Valérie Joussaume, donc, qui est la ruraliste dont je vous parlais tout à l'heure, qui a écrit son HDR, là, qu'elle a appelé Plouc Pride, ce que je trouve assez marrant comme titre et qui est intéressant. Les travaux de Benoît Coquart, de Nicolas Renaï, de Yael Salem Mangui sur les jeunes. Donc, c'est vraiment des travaux très sociologiques, très fins, de portraits qui sont très, très intéressants et très agréables à lire. Et puis les grands classiques également, Bernard Kaiser, qui est le premier à avoir parlé de renaissance rurale, qu'il faut citer dans des éventuelles dissertations ou autres sur la ruralité. Et puis des controverses ensuite, Pierre Pistre aussi sur la typologie, etc., etc. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais voilà, je pense que pour une petite introduction à la ruralité et puis aux thématiques qui me sont chères, j'en ai terminé ici. Voilà, merci beaucoup de votre attention à tous et à toutes. Merci Hélène, merci à vous pour cette conférence. Du coup, avant de passer aux questions, je tiens à préciser aux spectateurs que j'ai mis dans le chat un bilan, un sondage à remplir pour nous aider à nous améliorer. Et deuxième point, moi et l'association, on tient à s'excuser auprès de vous, Hélène, puis auprès des participants de ces problèmes de sécurité qui seront évidemment réglés pour la prochaine conférence et qui seront effacés lors du montage pour la mise en ligne de la conférence, évidemment. Bien, ça m'a un peu perturbée, j'avoue, mais bon, ça arrive. Ouais, je suis vraiment désolée. Enfin, on est tous très désolés. Vous avez beaucoup de succès, c'est pour ça, vous faites troller du coup. Ouais, c'est gentil. On espère que c'est ça. Et du coup, pour les questions, j'en ai une, si ça vous dérange pas trop. Est-ce que selon vous, les nouvelles formes d'agriculture plus responsables vont avoir une conséquence sur les caractéristiques du monde rural et sur la géographie du monde rural en lui-même? Bien sûr, alors tout à fait, on les observe déjà d'ailleurs. Voilà, il y a des territoires ruraux qui sont particulièrement, comment on peut dire, qui sont particulièrement accueillants ou en tout cas voilà, qui suscitent le désir chez les personnes qui peuvent s'installer sur des modes d'agriculture plus respectueux de l'environnement. Bien sûr, dès les années 70, on pense au cliché de l'Ardèche, hein, mais qui n'est pas un cliché, en fait, qui est vraiment une réalité. Il y a vraiment voilà, de nombreux néo-ruraux qui se sont installés là-bas à cette époque. Pourquoi ? Parce que le foncier y était peu cher. Voilà, et du coup, ça a reconfiguré aussi cet espace-là. Et aujourd'hui, l'Ardèche est différente de ce qu'elle était sans cette vague de néo-ruraux. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a également d'autres espaces ruraux, d'autres régions qui sont particulièrement attractives, voilà, parce qu'il y a une présence de l'eau, il y aura moins de canicules, il y a la possibilité d'avoir du foncier ou d'acheter des fermes pour pas trop cher et d'y développer des réseaux d'agriculture paysanne. C'est aussi pour ça que les campagnes périurbaines sont aussi des lieux d'attractivité, parce que bien sûr, quand on monte par exemple une activité maraîchère et qu'on souhaite vendre en circuit court, si on est près d'un grand pôle urbain qui consomme des légumes bio en circuit court de manière assez importante, forcément c'est plus facile aussi de lancer son activité que dans un espace rural très peu dense. Donc bien sûr, ça va reconfigurer à la fois la sociologie et la géographie de ces territoires sans aucun doute, en espérant aussi que voilà, ces initiatives-là soient appuyées aussi dans leur pérennisation, parce que vouloir se lancer, c'est assez commun, mais voilà, être aidé pour pouvoir s'installer réellement, se pérenniser et avoir de l'aide aussi pour pouvoir installer les autres pans de la vie qu'on a envie de mener dans ces territoires-là. Quand on veut s'installer en agriculture bio, on veut aussi voilà, pouvoir avoir une école, un centre culturel ou autre à côté. Donc vraiment les territoires, notamment, pardon, je suis un peu longue peut-être dans ma réponse, mais ça m'intéresse particulièrement. Il y a par exemple des villages qui ont milité pendant des années pour garder leur école primaire. Et aujourd'hui, c'est des villages voilà, où les maires sont bien contents d'avoir réussi à garder leur école primaire, parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes ménages regardent pour s'installer dans un village, ils regardent s'il y a une école. Et ceux où il n'y a plus d'école, ça va être compliqué peut-être de réouvrir une école. Voilà, après, bien sûr, il y a tous les cas de figure possibles, mais en tout cas, cette présence de l'agriculture biologique notamment, ou d'autres critères, est important, parce que ça attire aussi d'autres populations
Et ça reconfigure aussi les liens entre générations, entre différentes populations qui peuvent exister sur ces territoires, sans oublier bien sûr les conflits d'acteurs qui sont hyper fréquents sur ces sujets-là. Voilà, qui sont classiques, je ne vais pas les redire, mais voilà, qui sont bien sûr très courants aussi, mais qui ne sont pas insurmontables. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que le collectif, il me semble que c'est un collectif qui s'appelle Pour une nouvelle PAC, et la PAC en elle-même, une réforme de la PAC aurait une influence sur ses capacités de reconversion? Tout à fait. Tout à fait. Alors, moi-même, voilà, je ne vais pas me cacher derrière mon rôle d'universitaire. Je milite au MRJC, qui est un mouvement qui milite notamment pour une autre PAC, du coup, qui fait partie du collectif, et où, par exemple, on demande à ce que la PAC soit conditionnée au nombre d'emplois de l'exploitation et non au nombre d'hectares. Et ça, on voit bien, il y aurait un effet direct sur l'aménagement, évidemment, parce que si on conditionne une aide au nombre d'emplois créés par une ferme plutôt qu'au nombre d'hectares que cette ferme possède, on voit tout de suite l'effet positif que ça peut avoir sur l'emploi en milieu rural et donc sur l'installation de personnes, jeunes ou moins jeunes, et donc sur la survie de commerces locaux. Et donc, voilà, et ensuite, c'est un cercle vertueux. Donc tout à fait, la PAC telle qu'elle est construite actuellement détruit des fermes. Voilà, elle en engage, voilà, elle fait grossir les grosses fermes, mais elle détruit les petites fermes. Il y a, je crois, une ferme par jour qui disparaît aujourd'hui en France. Donc c'est quand même voilà, un chiffre absolument dramatique, sachant qu'on est un pays voilà, très rural avec des productions de qualité labellisées, une grosse tradition de valorisation de ces produits locaux, une grande diversité de produits. Voilà, je me rappelle au Brésil, les aménageurs nous envient énormément sur la capacité qu'on a à valoriser chaque terroir et chaque spécificité. Ils essayent de construire des choses similaires pendant que nous, on est potentiellement en train de les détruire avec voilà, des accords commerciaux et la dévalorisation de ce genre de choses. Donc oui, la PAC, évidemment, a un effet énorme sur la ruralité. D'accord, merci beaucoup. Du coup, je passe aux questions des spectateurs. Première question, comment favoriser l'essor d'infrastructures de tout type pour dynamiser l'espace rural? C'est un peu lié, je pense, à la PAC en soi. Comment favoriser l'essor de structures? Ouais, en quelque sorte. Alors, c'est peut-être un peu large, ça dépend des structures. Alors moi, je vais parler des structures que je connais, les structures culturelles. Alors, favoriser les structures culturelles en milieu rural, j'ai envie de dire, c'est tout comme en milieu urbain, hein, c'est permettre la pérennisation de l'accès aux moyens, notamment voilà, des subventions qui ne soient pas des subventions sur projet, mais qui soient des subventions de fonctionnement, voilà, qui permettent vraiment d'embaucher des personnes qui puissent voilà, élaborer le projet et le faire vraiment s'intégrer sur le territoire, etc. Le milieu associatif est vraiment un acteur absolument central en milieu rural, en milieu urbain aussi, hein, je ne dis pas, mais en milieu rural peut-être encore plus, parce que justement, il peut permettre voilà, de vraiment faire des projets qui soient liés avec ce qui se passe déjà sur le territoire. Il n'y a rien de pire en milieu rural que de faire, voilà, de parachuter des projets qui sont pensés d'ailleurs et d'au-dessus et de la ville en particulier, de les parachuter sur les territoires sans consulter ce qui se passe déjà sur place. Et du coup, là-dessus, voilà, la concertation avec les acteurs, notamment associatifs locaux, est important. Et puis, le côté, voilà, pour pérenniser aussi des structures, alors là, qu'elles soient associatives, qu'elles soient culturelles ou pas, le travail multi-acteurs, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important. Alors, pareil, en ville aussi, hein, mais en milieu rural en particulier. En milieu rural, on n'est pas nombreux, donc il faut travailler ensemble nécessairement. Voilà, il faut voilà, combien de clubs de foot sont petits clubs de foot ruraux sont voilà, aidés par le petit commerçant du coin. Voilà, ça va être vraiment un travail très, très symbiotique entre les acteurs économiques, sociaux, culturels, politiques, etc., qui va être peut-être encore plus fort qu'ailleurs. Voilà, je ne sais pas si ça répond trop, mais c'est ma réponse. Deuxième question de cette même personne, et après, peut-être cette personne pourra nous confirmer si ça répond à ces questions. Est-ce que la crise des Gilets jaunes n'entre-elle pas en concurrence avec la crise du Covid-19? Certes, le rural peut être intéressant lorsqu'on est confiné en ville, mais les Gilets jaunes ont montré les limites de l'espace rural.
Alors moi, je ne pense pas nécessairement que les Gilets jaunes aient montré les limites de l'espace rural. Au contraire, enfin oui, ils ont montré qu'ils en avaient marre d'être méprisés en tant qu'habitants des zones rurales et périurbaines. Ça oui, mais ils ont aussi montré que voilà, ils étaient capables de s'organiser, de revendiquer des choses voilà, concrètes et de vouloir y aussi. Et de défendre aussi leur spécificité, c'est-à-dire, oui, c'est pas parce qu'on vit en milieu rural que voilà, il y en a marre du discours il faut aller vivre en ville pour avoir un emploi, quoi. Si on a envie de faire sa vie en milieu rural, on devrait aussi pouvoir y faire sa vie et sa vie économique. Et voilà, après, ça relie aussi toutes les questions liées à la mobilité, qui sont alors là des questions, moi je ne suis pas du tout experte de ces questions-là, je crois qu'il y en a un parmi nous, je vois son nom. Mais en tout cas, voilà, c'est des questions qui sont hyper importantes. Alors l'idée que la crise des Gilets jaunes entre en concurrence avec la crise du Covid, du coup, dans votre idée, ce serait l'idée que les Gilets jaunes seraient un repoussoir pour aller s'installer en campagne et que le Covid serait quelque chose qui inciterait à aller s'installer en campagne. Encore une fois, je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, j'ai vu aucune analyse et aucun géographe et sociologue à ma connaissance n'a analysé la crise des Gilets jaunes comme quelque chose qui allait être un repoussoir. Alors bien sûr, il y a un exode rural qui continue. Voilà, il y a des gens qui sont obligés de continuer à partir habiter en ville. Mais le retournement et ce qu'on appelle aujourd'hui du coup l'exode urbain, même si c'est un terme peut-être un peu exagéré, en tout cas on peut parler de renaissance rurale depuis les années 90. Ça, c'est démographiquement réel et vérifié sur de nombreux territoires, tous. Mais voilà, il y a un retournement démographique qui est réel. Donc voilà, moi à partir de là, pour moi les Gilets jaunes ne sont pas particulièrement un repoussoir démographiquement parlant en tout cas. Après, ils re-questionnent la démocratie locale, c'est sûr. C'est bon, apparemment, la personne est satisfaite des réponses que vous avez apportées à ces deux questions. Est-ce que d'autres personnes souhaitent potentiellement prendre la parole? Je peux vous donner la parole ou poser d'autres questions. Vous êtes libre de poser des questions. Peut-être qu'il se fait tard. Oh, ça va. On a perdu la moitié des participants depuis le début. Ça m'inquiète un petit peu sur... souvent, au moment des questions. Hein. Au moment des questions, la plupart des gens partent. Ce qu'ils ne font pas dans les vraies conférences. Hein. C'est vrai. Du coup, je ne sais pas, peut-être s'il y a des géographes qui voudraient intervenir. Je vois que j'ai un collègue spécialiste de la mobilité, mais il ne veut peut-être pas parler. Une autre question, qu'en est-il de la fracture numérique qui posera des problèmes pour le télétravail en espace rural? Oui, bien sûr. La fracture numérique, c'est un sujet tout à fait réel et qui est tout à fait fort dans beaucoup d'espaces ruraux. Mais voilà, après, c'est pas non plus forcément un repoussoir absolu. Enfin, voilà, c'est quelque chose dont certaines personnes peuvent s'accommoder et surtout, c'est une revendication justement qu'il faut pouvoir porter aussi, voilà, que les espaces ruraux ont aussi droit à l'accès au numérique. Après, la facture numérique, ce qu'on vérifie notamment en ville, c'est qu'elle n'est pas tant dans l'accès physique et matériel au réseau, c'est qu'elle est plus sociale et qu'en fait, les personnes qui ont des problématiques d'accès au numérique, qu'on appelle, il y a un terme spécifique sur l'analphabétisme numérique, il n'est pas forcément lié au fait de ne pas avoir de réseau sur le territoire où on habite. Il est beaucoup lié plutôt à la condition sociale et aux outils auxquels on peut avoir accès, à la formation qu'on a à ces outils. Donc là-dessus, l'espace rural, comme tout espace où il y a des classes populaires, est aussi un espace particulièrement fragile de ce point de vue-là. Mais voilà, pareil, avec de l'aménagement, de la volonté, des moyens, on peut aussi militer pour ça. Ensuite, je ne suis pas sûre que tous les espaces ruraux et toutes les personnes qui choisissent de venir habiter en milieu rural aujourd'hui, y aillent avec l'envie d'avoir un réseau aussi performant qu'en ville.
Au contraire, il y a même bien sûr un mouvement de décroissance numérique qui est en place, hein, en œuvre, dont vous avez sûrement entendu parler, qui aussi se vit très bien en milieu rural, puisque les pratiques sont aussi peut-être moins effrénées et moins un petit peu différentes. Ensuite, c'est sûr que, moi, typiquement, pour être avec vous aujourd'hui, j'ai dû déménager et ne pas faire la visio de chez moi parce que chez moi, ça capte pas suffisamment. Donc voilà, c'est aussi une réalité, mais bon, en tout cas, je suis pas prête de demander au maire d'installer la 5G en face de chez moi parce que je suis pas venue non plus à la campagne pour ça. Donc oui, c'est un élément important, mais pour moi, pas plus important que la fracture qu'il peut y avoir en ville et entre classes sociales. J'aurais peut-être dû vous préciser que c'est justement le spécialiste qui est en train de vous tester. Ah. Mais du coup, si le spécialiste souhaite faire une conférence chez nous, il reste de la place, je précise. Ça me met la pression. Alors, en plus, c'est pas du tout ma spécialité, évidemment, la fracture numérique, donc je réponds un petit peu à la louche, mais voilà, ce n'est un petit peu que mon avis sur ces questions. Est-ce que cette fracture aussi numérique n'est pas liée peut-être aussi au manque de demande, au fait que comme il y a moins de monde, on se sent c'est moins prioritaire en quelque sorte. Je suis pas... Non, alors, personnellement, alors, manque de demande, en tout cas pour les entreprises qui installent ça, c'est sûr que c'est moins rentable. Voilà, c'est le problème de la ruralité, c'est que c'est un espace où il n'est pas du tout rentable d'investir. Donc, que ce soit pour les transports, notamment pour les petites lignes de train, et pour les infrastructures type télécommunications, c'est sûr que c'est moins rentable d'investir et c'est même voire pas rentable du tout, c'est même totalement à perte parce que y a moins de fréquentation. C'est comme quand on va installer une infrastructure culturelle, par exemple, un théâtre ou autre. Bon, de toute façon, c'est rentable un peu nulle part ce type d'infrastructure, mais en milieu rural encore moins parce qu'il y a moins de fréquentation, donc forcément moins de gens, moins de fréquentation, des plus petites jauges. Mais en fait, est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'est pas arrivé aussi au bout d'un logique ou d'une société où la logique de la rentabilité est la seule logique qui prime. Pour parler de transport, par exemple, et de rentabilité des infrastructures, aujourd'hui, il y a une COP qui s'est mobilisée et qui a racheté des lignes pour exploiter la ligne Lyon-Bordeaux, je crois, qui traverse du coup totalement le Massif central et qui est donc une petite ligne de TER qui était désaffectée parce qu'elle n'est pas rentable du tout. Mais du coup, cette scope-là s'est mise en place pour racheter cette ligne-là et remettre à disposition des habitants de ces territoires-là une ligne de train qui fonctionne et qui leur soit utile au quotidien, que ce soit pour leur mobilité pendulaire ou de manière plus large. Et ça, c'est important. Et certes, c'est peut-être pas rentable et c'est sans doute pour ça que ça a été des infrastructures abandonnées. Tout comme les télécoms. Mais pour moi, il y a d'autres logiques qui vont sans doute se mettre en place pour tout de même faire perdurer ou mettre en place ces infrastructures-là. Merci. Du coup, je pense qu'il n'y aura plus de questions pour ce soir. Et du Très coup, bien. je pense qu'il est temps de conclure cette conférence très intéressante. Merci à vous en tout cas. Merci. Du coup, je dis aux spectateurs que la prochaine conférence aura lieu lundi 30 novembre et sera intitulée Gaullisme et violence politique, le rapport des militants gaullistes à la violence entre 1968 et 1974. Et elle sera présentée par le doctorant Brian Muller. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et encore merci Hélène pour avoir fait cette conférence. Je vous en prie. Merci beaucoup et merci. Bonne soirée à tous.